Bonsoir Salahedine. Bonsoir Mali. Heureux de te recevoir à nouveau. Moi aussi, je suis heureux de te voir. Avant qu'on commence cette entrevue, je demanderai aux auditeurs qui sont nouveaux de s'abonner, d'appuyer sur ce petit bouton pour augmenter le nombre de nos abonnés et nous soutenir dans ce travail qui nous prend énormément de temps avec toutes les études qu'on doit décortiquer sur tous les profils et les styles d'attachement. Et je suis content de te revoir à nouveau pour aborder un sujet qui va probablement intéresser beaucoup de nos auditeurs, qui est un phénomène assez moderne, qui est ce qu'on appelle en anglais, bon c'est un mot qui vient de l'anglais, on n'a pas véritablement une traduction en français, qui est le ghosting. C'est-à-dire que le ghosting est une sorte de coupure brutale, mais j'aimerais que tu nous définisses d'abord à quoi renvoie le ghosting, la définition du ghosting, avant qu'on puisse en parler, eu égard aux différents styles d'attachement et surtout les styles d'attachement évitants. Ben, écoute, tu viens de le dire, hein, c'est le coupure brutale. D'accord. Une sorte de silence radio qui est initié par une des personnes dans la relation. Donc on entame quelque chose et puis d'un coup, paf, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, et puis on le verra tout au long de cette vidéo qu'elles ont dit différentes formes. Il n'y a pas un type de ghosting, il peut y avoir effectivement un ghosting radical, et puis un ghosting un peu plus temporaire. Intermittent, tout à fait. Puis il y a des ghostings qui sont des formes de ghosting, mais bon, où la personne est présente, mais en même temps est absente. Voilà, mais ça on le verra tout au long de la discussion qu'on va avoir. Alors, la dernière fois, j'ai eu quelques remarques par rapport au fait que je regardais mes feuilles. C'était juste parce qu'en fait, on décortique véritablement toutes les études sur ces questions. Donc, on n'aime pas parler juste à partir de l'expérience clinique et de l'expérience coaching ou de l'expérience de psychologues cliniciens qui travaillent avec nous et de ce qu'on entend. Nous, on aime se baser sur les études empiriques sur la question et nous étudions toutes les études qui viennent du monde entier. Il faut le savoir. Ça veut dire qu'on ne se limite même pas aux études qui se font dans le monde occidental. On prend aussi les études qui se font dans les sociétés traditionnelles pour essayer d'avoir les différentes perspectives, et ça nous prend énormément de temps, et je m'excuse si je regarde mes feuilles, parce que j'ai eu... je suis à l'aise, Mali. Voilà, je m'excuse si je regarde un peu mes feuilles, mais il semblerait, Salahedine, que le ghosting, en tout cas l'évitant, pratique beaucoup plus le ghosting que les autres styles d'attachement. Ouais, tout à fait. Et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Et on sait que ça crée pas mal de détresse, si tu veux, auprès des partenaires, surtout les anxieux qui, eux, sont encore plus impactés. Mais tous les partenaires, on va dire, sont impactés par ce phénomène de ghosting, mais qui est lié quelque part à une manière pour l'évitant de gérer ses émotions. Et j'aimerais que tu nous expliques un tout petit peu d'où vient ce phénomène de ghosting qui laisse tant de partenaires complètement désemparés dans l'incompréhension et qui viennent nous consulter en nous demandant qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelle doit être leur réponse, qu'est-ce que cela veut dire. Et donc, au lieu de répondre individuellement à chacun d'entre eux, j'ai décidé, en tout cas, on a décidé de faire une entrevue sur ce sujet. Et donc, je te laisse la parole et je veux que tu nous expliques d'où vient ce ghosting de l'évitant. Ok. Bon, le ghosting de l'évitant, donc à l'origine, on l'a déjà dit, mais voilà, on va le répéter, le ghosting, c'est une sorte de prolongation d'une stratégie qui a été mise en place très très tôt, où on se désengage émotionnellement quand il y a un attachement qui se fait. Okay, donc l'évitant, il a compris que quand il était en relation avec une figure d'attachement et qu'il n'a pas eu de réponse par rapport à ses besoins, mais il s'est replié. Il s'est replié sur lui-même. Et donc, si tu veux, c'est une sorte de réponse très tôt, et qui se prolonge ici avec la pratique du ghosting. Okay, sauf qu'avec le ghosting, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va être confronté à une émotion auquel il n'a pas été habitué, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, une personne qui lui exprime de l'émotion, de l'attachement, de l'intimité, de la proximité. Et ça, il est perdu. Il est perdu par rapport à ça. Et donc, il rentre dans une sorte de zone d'inconfort, une zone inconnue pour lui, principalement par ses mécanismes inconscients. Et il est dans une sorte de stratégie de fuite, stratégie de défense où, dans le pire des cas, dans le ghosting le plus radical, il va couper court. Il va couper court de manière unilatérale. Il va couper court par les moyens de communication directe et indirecte. Du jour au lendemain, paf,
Et souvent, quand c'est le cas, c'est quand il y a eu vraiment une sorte de fusion trop tôt, une sorte de proximité mal gérée, Trop rapide. trop rapide. Mhm. On est arrivé, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais au départ, donc l'évitant, quand il est en relation, il n'est pas activé directement. Hein. Donc il s'active une fois qu'il commence à s'attacher. Mais parfois, donc quand on est face à... Ou que l'autre commence à s'attacher d'une manière excessive. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est-à-dire que quand on est dans une situation où l'autre commence à s'attacher de manière excessive, ça accélère si tu veux, le processus de détachement. Mais ça peut l'accélérer de manière très radicale. Et là, on est dans l'expression du ghosting. Donc, c'est-à-dire, on va arriver, on a quelqu'un en face qui, par exemple, tu l'as rencontré il y a un mois, et la personne dit, ben, écoute, maintenant, on se met ensemble, on commence à habiter ensemble, voilà, il commence à d'emblée Se projeter dans un avenir. projeter dans un avenir, là où, pour l'évitant, ça a été trop vite. Et dans ce cas de figure-là, on peut être effectivement dans la pratique d'un ghosting radical. Et le ghosting radical, c'est silence radio très violent. Très violent pour la personne qui le vit, a fortiori si c'est quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux, dépendant affectif, Oui. parce que là, il ramasse la blessure qu'il craint le plus, l'abandon L'abandon, oui. et le rejet. Et donc, il se voit rejeté, mais pas que. En fait, ce qui est violent dans le ghosting, est vraiment très très violent dans le ghosting radical, c'est qu'en fait, si tu veux, il n'y a même plus de communication. Et parfois, il vaut mieux une communication négative où tu donnes de l'attention que plus de communication du tout. Parce que pour arriver à un stade où tu donnes plus de communication du tout, là, la personne le perçoit comme vraiment quelque chose de très très violent, vraiment de très très violent. Oui, apparemment, en tout cas chez les partenaires, c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement violent, mais l'évitant ne le voit pas vraiment comme ça, c'est quelque chose qui est plus facile émotionnellement pour lui. Et donc, ça me renvoie à la question suivante que je voulais te poser. Donc, c'est quelque part une réponse à des émotions qu'il n'arrive pas à gérer. Clairement, oui, clairement. Ok. En fait, c'est pas contre la personne, Oui, c'est contre ce que la personne fait naître chez lui. d'accord. Donc, ça, c'est le mécanisme de base. Après, vient se rajouter une couche qui est la rationalisation de ce qui est en train de se passer. Mhm. Et en fait, on va trouver des justificatifs à tout ça. Mais fondamentalement, en tout cas les études le montrent, c'est vraiment cette difficulté à gérer le lien. À gérer pas le lien, mais à gérer ce que les émotions liées à ce lien sont en train de déclencher chez lui. C'est ça, c'est ça. Mais donc, en quoi est-ce lié à quelque chose qui est, comment dirais-je, intégré dans sa petite enfance? C'est en quoi est-ce lié à sa petite enfance et à son style d'attachement à proprement parler? C'est-à-dire que tu nous as fait le lien justement entre ce qu'il a vécu dans sa petite enfance et finalement le ghosting qui serait une forme de continuation je dirais, de quelque chose qu'il a subi lui-même. Ouais. Donc, explique-nous cela un tout petit peu, d'une manière un peu plus profonde. Ok. Parce que moi, j'ai compris ce que tu veux dire, mais je pense que les auditeurs voudraient entendre plus là-dessus. C'est-à-dire, Ok. c'est vraiment en fait une continuation de quelque chose chez lui. C'est une réponse auquel il a déjà été habitué. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Ça veut dire ces figures d'attache, ces figures parentales ou ceux qui se sont occupés de lui ont fait ça à lui en réalité. C'est-à-dire que quand il a voulu exprimer une émotion, on l'a mis de côté, on lui a réprimé ses émotions. Et lui, il reproduit ça avec ses partenaires. C'est un peu plus nuancé que ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que l'enfant perçoit le manque si tu veux, de prise en considération de ses besoins comme une menace. D'accord. Okay, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner à l'intérieur de lui-même. C'est ça. Il va se retourner à l'intérieur de lui-même pour couper le lien d'une certaine manière avec le besoin de ses sentiments, etc., etc. Il va comprendre qu'il n'est pas bon de pouvoir dépendre de quelqu'un. Ok, donc on revient encore une fois aux piliers, si tu veux, quelque part, ou en tout cas aux propriétés de l'évitement qui sont une menace pour son hyper-indépendance. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est ça. Tu vois, il sent en fait que l'autre veut quelque part un peu l'emprisonner. Ah, mais c'est clairement ça. Ok. C'est clairement ça. Donc à partir du moment, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec les dépendants affectifs, c'est beaucoup plus accentué. Mm-hmm. Et donc dans la mécanique, on est beaucoup plus
on met beaucoup plus d'intensité à ce mécanisme de ghosting. Et il intervient beaucoup plus tôt quand c'est un dépendant affectif qui est là et qui met la pression. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Parce que justement, le mécanisme est enclenché, comme tu viens de le dire, et il a besoin de pouvoir... Mais c'est ça. Mais comment l'évitant combine-t-il ou combine-t-elle ce besoin de chaleur relationnelle qui va finalement l'entraîner vers des profils qui donnent plus, c'est-à-dire en l'occurrence l'anxieux. On sait aussi que les évitants aiment choisir les anxieux justement parce que très inconsciemment, parce que l'anxieux donne quelque chose, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le don finalement d'une chaleur relationnelle, ce que l'évitant au fond cherche. Tout à fait. Et ce phénomène de ghosting qui finalement vient saboter cette chaleur relationnelle qui est recherchée. Comment fait-il pour trouver et trouve-t-il un équilibre justement dans ce paradoxe qui sera d'ailleurs le sujet de notre prochain entretien avec Arnaud, mais j'aimerais que tu abordes la question justement de cet équilibre. Comment fait-il pour chercher de la chaleur relationnelle et en même temps, si elle est trop chaude, à un moment donné, voir cela comme une menace et couper cela. Ok, donc là on est dans la première phase, Mali. Donc là on est en train de parler du ghosting radical, où pour lui c'est une réponse. C'est une réponse. Il préfère survivre à un moment donné, parce qu'il sent qu'il est étouffé, il sent qu'il va exploser. Oui. Il coupe, il régule, il s'autorégule. C'est vraiment des systèmes où son système nerveux est vraiment mis à mal. T'as l'amygdale qui est suractivée. On a des études vraiment qui montrent à quel point ils sont suractivés. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Paf, ils coupent. Effectivement, ça, c'est un cas de figure. D'accord. La recherche du lien, tu l'as dit, elle est fondamentale. Dans un autre cas de figure, on va, par intermittence, on va couper. Donc, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est un signe, là, dans ce que je vais développer maintenant, qui est quand même c'est un signe qu'on peut retrouver facilement chez les personnes qui sont évitantes, c'est-à-dire qu'ils vont entamer une relation avec quelqu'un, et puis ils vont silence radio pendant 2-3 jours. D'accord. Silence radio pendant 3 jours et réapparaît normal. Comment tu expliques ça? Parce que c'est vrai que on retrouve beaucoup ça dans les commentaires, dans les coachings, dans les thérapies. Justement, donc il y a cette recherche, pour répondre à ta question, à cette recherche de proximité, de chaleur, etc. Mais comme les choses vont trop vite pour lui, il a un besoin impérieux de pouvoir se retrouver. C'est une forme de contrôle. C'est de l'autorégulation. Ok, l'autorégulation, mais en voulant contrôler la dynamique relationnelle. Okay. En tout cas, dans tout ce qu'on va dire sur le ghosting, c'est du contrôle. C'est important, ça. Tout ce qu'on va dire sur le ghosting, c'est du contrôle. C'est très important, ça. On reviendra là-dessus après. C'est du contrôle. C'est du contrôle. C'est du contrôle. Donc, c'est du contrôle. Il n'y a pas d'autre mot que du contrôle. Sauf que ce n'est pas forcément du contrôle conscientisé, c'est du contrôle très inconscientisé. Il y a des mécanismes de défense très primitifs, etc. etc. Donc, pour revenir à ta question, il va avoir ce besoin de chaleur. Ce besoin de chaleur, c'est quelque chose d'important. Il sent qu'il est en train de s'activer. Il sent qu'il y a quelque chose chez lui qui est en train aussi de réagir. C'est souvent très corporel dans le corps. Et puis, voilà, il gère mal ses émotions. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas appris à décortiquer les émotions de manière sereine, tranquille. Donc, quand il y a un trop-plein émotionnel, il le vit de manière très, très, très intense. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va mettre une certaine distance. Et puis il va revenir. Et donc, c'est des personnes avec qui, par exemple, on peut construire quelque chose à partir du moment où on respecte d'une certaine manière le rythme. Mais pour respecter le rythme, il faut comprendre dans quoi ils sont. Et souvent, les gens sont déconcertés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils disent, tiens, je suis en train d'entamer une relation avec quelqu'un et la personne me tient à l'écart et puis plus de nouvelles, plus de retour par SMS, plus de communication. Et puis 2-3 jours après, il réapparaît comme si de rien n'était. Et puis, on commence. Et si vous êtes face à quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux, eh ben, on est dans une dynamique où l'anxieux, justement, lui, il est suractivé puisqu'on est en train de le mettre à distance. Donc, il va se suradapter pour encore davantage. C'est un cercle vicieux sans fin. Mais plus il va suradapter, plus la personne de l'autre côté va mettre encore beaucoup plus de distance. Et là, on est dans le cercle, effectivement, vicieux, plutôt, dans lequel on est quand on est dans ce type d'interaction, où la proportion à un moment donné pour que le ghosting devienne radical, il est beaucoup plus important, tu vois. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, non, tu as répondu très très bien à ma question. Mais comment expliques-tu aussi que ce phénomène de ghosting arrive à un moment donné quand
le partenaire veut des explications ou confronte un tout petit peu l'évitant. C'est-à-dire que on voit dans une étude ici qui a été publiée en 2017 par Lefebvre, en anglais, hein, Ghosting as a Relationship Dissolution Strategy in the Technological Age. En français, c'est le ghosting comme stratégie de rupture à l'ère numérique. C'est une étude de 2017 qui dit justement que le ghosting est souvent utilisé comme un outil pour éviter l'inconfort émotionnel ou la confrontation. Oui, clairement, oui. D'accord. Donc cette confrontation, pourquoi est-ce qu'elle provoque chez eux cette réaction, on va dire, de refus, de discussion autour justement de la dynamique relationnelle? C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils veulent la contrôler, mais ils ne veulent jamais l'expliquer. Ils ne veulent pas verbaliser à quoi ça renvoie. Et ça met bien évidemment les partenaires, puisque bon, une relation par définition c'est deux personnes, hein, on n'est pas seul dans notre tête, donc ça met souvent les partenaires dans une situation de détresse parce qu'ils ne comprennent pas dans quoi ils sont. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord? Et c'est intéressant parce que quand on interroge les évitants autour de cette question, ils parlent souvent de eux, de leur ressenti, mais sans jamais réfléchir à la dynamique relationnelle bidirectionnelle et basée sur la réciprocité. Ça veut dire, mon attitude, qu'est-ce qu'elle provoque? Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment est-ce qu'elle peut être interprétée par le monde extérieur? Je m'en fous du monde extérieur. Moi, ce qui compte, c'est de me réguler moi-même. L'impact que ça a sur le monde extérieur, ça ne me concerne pas. Et ça pose beaucoup de problèmes, évidemment. Donc, j'aimerais maintenant que tu m'expliques en quoi la confrontation ou la perception de la confrontation, la perception de la confrontation, c'est-à-dire une demande d'explication un peu directe à l'évitant. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi ces attitudes? À quoi ça renvoie? Les met dans une posture d'inconfort aussi grande et pourquoi ils n'expliquent tout simplement pas tout ce que tu es en train de dire? Parce que on a aussi l'impression que beaucoup d'entre eux sont conscients, partiellement, de certains de ces mécanismes. Conscient partiellement. Conscience fragmentée, on va appeler ça. Oui. On va appeler ça plutôt de la conscience fragmentée. Et encore, tu vois, moi je dis que c'est des mécanismes de défense qui sont vraiment ancrés, j'ai déjà dit, qui sont imprimés de manière importante. Ta question, Mali, c'était de savoir... Pourquoi est-ce qu'ils gèrent mal la confrontation? Gèrent mal la confrontation. D'abord, il ne faut pas généraliser, dire jamais ou des trucs comme ça, parce que les évitants, il y en a qui sont tout à fait conscients de ce qui se passe et qui veulent faire un travail de rééducation par rapport à la gestion des émotions. On en voit dans les séances, on en voit de plus en plus, qui viennent nous voir. Donc il y a quand même des gens, et c'est leur démarche à eux. Donc parfois, effectivement, on peut avoir des évitants qui sont envoyés par partenaires, etc. Oui. On sent directement qu'il y a une dynamique parfois qui est différente. Donc j'ai pas envie de rentrer dans la généralisation. Non, excuse-moi, je parlais pas de généralisation, je parlais on va dire du résultat de l'étude de Lefebvre en 2017 qui disait que le ghosting est souvent utilisé comme outil pour éviter l'inconfort émotionnel ou la confrontation. Donc, en quoi la confrontation peut mener à un ghosting? C'est ça ma question. Donc maintenant, si tu veux, je vais revenir avec une métaphore que j'avais utilisée la dernière fois. Je te disais que l'évitant, pour donner une image que j'avais utilisée la dernière fois, c'est comme quelqu'un qui veut apprendre à nager. Et tant qu'il a pied, il est tranquille. Oui, c'était une belle parabole. Tant qu'il a pied, il est tranquille. OK? Et puis à un moment donné, il n'a plus pied. Il n'a plus pied, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne sur le banc. Oui. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment faire. Donc, et c'est important de faire la distinction. C'est-à-dire que lui, quand il est confronté à une demande, à des émotions, à des explications par rapport à tout ce qui est le champ émotionnel, de l'intimité. Ou un sentiment d'emprisonnement oui. Voilà, parce qu'en fait, la personne, quand elle te dit « Ouais, je veux de la clarification dans notre relation, je veux que tu te positionnes », c'est lié à une relation, c'est lié à de l'intimité, c'est lié à l'affection. Oui. OK? Et chez eux, là, on rentre vraiment dans leur zone de danger. C'est ça, de danger. De danger. Ils voient ça comme une menace. Ils n'ont plus pied. C'est ça. Ils ne contrôlent plus. Ils ne contrôlent plus. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent sur le bord. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une autre étude de Mikulincer et Shaver, qui sont deux références mondiales en 2007, qui disent que la désactivation est une stratégie centrale pour fuir la vulnérabilité. Tout à fait. C'est ça. Et donc, cette vulnérabilité aussi est un élément central, comme le contrôle. C'est ça. Donc, ça veut dire que quelque part, pour eux, s'exposer à donner des explications, c'est une forme d'entrave. Alors, on va dire, ils mettent en péril cette vulnérabilité. Ils mettent en péril cette vulnérabilité. Ils se sont construits une identité idéale parfois, en pensant qu'ils savent gérer, gérer l'émotion, qu'ils savent gérer la relation. Parce que, je l'ai dit dans une précédente vidéo, ils sont beaucoup dans une surqualification au niveau de la gestion de leur relation. Ils pensent qu'ils savent gérer parce que justement, ils ont
pas forcément vécu les choses de l'intérieur, mais ils ont vu des gens, ils ont vu des modèles au niveau du cinéma, au niveau de personnes parfois dans leurs alentours. Mais dans la réalité, c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à vraiment gérer une émotion au niveau d'une relation tranquillement. Voilà. Alors qu'est-ce qui se fait? Il se fait que quand ils sont confrontés, ils sortent de leur confort psychologique. Ils sortent de leur confort psychologique. Et là, quand ils sortent de leur confort psychologique, là, ils se sentent menacés, clairement. Et donc, ils coupent le lien. Ils coupent le lien pour pas justement montrer leur vulnérabilité. Ça, c'est hyper important. Parce que si tu veux, il y a une notion de honte chez eux. On l'avait dit, je pense. On en avait très peu parlé, mais c'est quelque chose qui est très mal compris. Okay. Et d'ailleurs, c'est pas beaucoup documenté. Ce qu'on appelle la honte ontologique, structurelle, paradigmatique. C'est-à-dire que Lévitan démarre d'un postulat qui est le sien, qui est on ne va pas m'aimer si on découvre qui je suis. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ça. Ben, c'est tout à fait ça. Donc, plus tu vas le confronter, plus d'une certaine manière, il est en train de se dire, là, on est en train de découvrir qui je suis. C'est ça. OK. Donc, je préfère couper le lien ou mettre de la distance pour éviter de rentrer encore plus dans cette notion, dans cette positionnement de vulnérabilité, tu vois. Oui, mais donc, c'est une stratégie d'évitement, mais qui crée beaucoup plus le creuset de mes communications que de communication. Donc, on va plus être dans quelque chose qui va encore davantage plus mettre à mal la communication dans le couple, tu vois. Mais là, je fais une petite parenthèse qui nous écarte un tout petit peu de la discussion, mais qui est liée à ce que tu viens de dire. Mais si quelque part on démarre de cette honte structurelle ou ontologique, Lévitan va passer son temps à jouer un rôle quelque part pour pas être découvert. Ben, c'est-à-dire que c'est pas que lui qui joue un rôle, hein. Oui, mais dans ce cas-ci, c'est comme si toute tentative d'être véritablement lui-même, chose qui est impensable pour lui parce que ce serait une menace existentielle, est finalement perçue comme une menace. Donc, c'est-à-dire à partir de quel moment Lévitan peut-il vraiment trouver cette véritable paix, la véritable paix, qui est justement l'acceptation de cette vulnérabilité? C'est un travail. C'est un travail. C'est ce qu'on travaille beaucoup en séance. C'est ce que vous travaillez beaucoup en séance. D'accepter cette notion de vulnérabilité, d'accepter de dire ce qui ne va pas au niveau de ses émotions quand il y a un malaise qui est là, de nommer ses émotions, d'accepter que l'autre n'est pas forcément un ennemi parce qu'il demande des explications ou que sais-je, tu vois. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux partenaires d'Évitant qui se retrouvent dans une situation où justement il y a un silence radio, où ils sont ghostés? Quelle est la stratégie ou le comportement adéquat que les partenaires d'Évitant, qui sont très nombreux d'ailleurs à nous contacter, devraient avoir dans ces cas-là? Parce que ça, c'est une des questions qui revient le plus souvent. Ça dépend. Si c'est un ghosting radical, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai envie de te dire. Si c'est un ghosting radical, Est-ce que tu préconises également, toi, le no-contact? Ça veut dire il faut certainement pas essayer de chercher une explication quand il y a cela, et tu le laisses. C'est très inconfortable pour les gens qui le vivent, hein. Il faut se mettre à Non, ça je comprends, mais... De dire ouais, tiens, on va faire dans le non-contact et tout s'ensuit. Théoriquement, c'est ce qui est préconisé, parce que quand il coupe, il coupe. Quand il coupe, il coupe. Okay. Maintenant, pour les personnes qui sont plutôt dans... Parce qu'en fait, il y a un autre type de ghosting que je n'ai pas développé, je voudrais quand même développer ici, avant même d'arriver à, si tu veux, c'est un ghosting où la personne est présente. Elle est à la maison. Explique-nous cela. Elle est à la maison, elle est avec la personne, mais elle a une sorte d'absence dans l'intimité, d'absence dans la relation, d'absence de partage profond. Là, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on observerait plus dans les sociétés traditionnelles, ça? Oui, dans les sociétés traditionnelles, avec... ils sont obligés de s'engager, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Donc, tu peux avoir, par exemple, moi, je rencontre ça beaucoup dans, effectivement, des familles où il y a quand même, on va dire, une assise culturelle importante. OK. Et où il n'est pas bon de partir comme ça, il n'est pas bon de... Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, voilà. D'accord. Donc, on va être présent physiquement, mais émotionnellement absent. C'est ça, les gens souffrent énormément de ça aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est une sorte de ghosting, entre guillemets, parce que normalement, le ghosting, c'est l'effet de silence radio, mais c'est un silence radio en étant présent physiquement. Et c'est important de le noter. Donc, c'est-à-dire,
de le rajouter ici parmi les types de ghosting qui existent. Alors, ta question, c'était relatif à... Oui, donc, quelle est l'attitude que le partenaire doit adopter? Partenaire. Oui. L'attitude du partenaire, il y a deux choses. Donc, il y a effectivement quand on a le partenaire qui coupe court complètement, et là, je dis, il y a vraiment très, très peu de marge de manœuvre. Il y a vraiment très, très peu de marge de manœuvre. Ça sert à rien de chercher un contact à ce C'est moment-là. compliqué, parce qu'en fait, plus tu vas le chercher, plus il va encore creuser le truc. Plus tu vas encore activer plus. Voilà, donc, et si la personne de l'autre côté n'est pas prête à faire le travail, etc., c'est compliqué de venir et de forcer quoi que ce soit. Généralement, je l'ai dit en commençant notre entretien, c'est souvent, ce ghosting radical arrive souvent quand il y a une proximité trop rapide, ou il y a un rapport trop fusionnel dès le départ et que l'évitant n'a pas eu vraiment le temps de... Ou aussi d'une demande concrète d'engagement, par exemple. Ça veut dire une demande concrète, par exemple, on va se poser ensemble, on va vivre ensemble, je vais te présenter ma famille, et donc on va dire tout acte qui pourrait solidifier le lien est perçu comme une menace pour l'évitant. Et c'est aussi une des raisons dans lesquelles il ghost. Ça veut dire on voit les différentes occurrences dans lesquelles il ghost. Effectivement, tu l'as dit, c'est quand l'autre va beaucoup trop vite dans son engagement et que lui voit ça comme une proximité trop grande. Lorsqu'il y a des signes d'engagement, ou en tout cas quand il demande des preuves d'engagement. Et donc, c'est très compliqué pour un partenaire d'évitant, parce que bon, on a tellement de témoignages qu'on reçoit des gens qui sont dans des situations, soit ils sont en relation, soit ils vivent un ghosting, et ils sont tous relativement désemparés, et on voit pulluler sur Internet toute une série de comment faire revenir votre évitant, 5 stratégies pour garder votre évitant. Tu sais, c'est devenu à la mode maintenant de parler de tout ça. Donc moi, toi, en tant que professionnel, et nous qui connaissons en fait toutes les études sur ces personnes, enfin en tout cas on en a étudié tellement, qu'est-ce que toi, après tes coachings, donc tu penses? C'est-à-dire que par exemple, dans le cas d'un ghosting radical, il ne faut pas continuer à essayer d'entamer un contact. C'est ça. Et quand la personne se comporte avec ce que toi tu appelles les ghostings intermittents, c'est-à-dire avec ceci, comment est-ce qu'il faut se comporter à ce moment-là? Voilà. Ça, c'est très fréquent aussi. Ok, donc si c'est en début de relation, d'accord, c'est vraiment le meilleur moment pour mettre les balises par rapport au partenaire et dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 3-4 jours que c'est le silence radio. Oui. Donc ne pas accepter ça. Tout à fait. Dès le départ. Dès le départ, de ne pas l'accepter, mais surtout de l'exprimer de manière intelligente, en disant, voilà, moi j'ai un besoin de rentrer en connexion de manière quand même fluide avec toi. Comment tu interprètes de ton côté cette absence pendant 3-4 jours? Qu'est-ce que tu penses comment tu penses que je le vis? Et puis surtout d'exprimer clairement ses besoins, en fait, de pas négocier avec ça, parce qu'en fait, souvent on va se suradapter par rapport à ça. La personne va se rajouter dans le dysfonctionnement, et puis on arrive à des situations qui sont des situations très, très, très désagréables et très compliquées à gérer, ok? Et puis à un moment donné, quand voilà, donc ça c'est cas de figure au début. Si maintenant la relation est déjà entamée et que la personne fait ça de manière régulière, il est important pour le partenaire de pouvoir aussi, d'une certaine manière, sortir sortir de cette condition que je suis à partir du moment où je suis en relation avec quelqu'un. Donc il faut voir la relation comme quelque chose qui me complète, mais pas forcément comme une condition à ma valorisation et tout ce que s'ensuit. Ok. Et puis dire à la personne qu'est-ce que ça me crée comme désagrément, qu'est-ce que ça crée comme inconfort, qu'est-ce que ça me crée comme insécurité. Maintenant, est-ce que l'évitant est en capacité de l'entendre? Est-ce que l'évitant est en capacité d'entendre? C'est une d'entendre? question, je pense, fondamentale, oui. Ça, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que ça, les évitants ont du mal parfois à l'entendre, mais c'est une réalité. C'est que dans leur mécanisme de défense, ils sont beaucoup tournés vers l'extérieur pour pouvoir justifier leur inconfort. Donc, la recherche de défauts. La recherche de défauts. Comme ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils essaient de rationaliser. C'est ça. Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi je vis cet inconfort? Pourquoi je suis... Et ils blâment souvent l'autre.
Ben voilà, je veux dire, c'est le but un peu de la chaîne, de donner aussi des explications qui sont autres que c'est la faute de l'autre. Il y a des mécanismes qui sont des mécanismes archaïques, qui sont activés, qui font qu'à un moment donné, tu réagis comme tu réagis. C'est ça. Tu n'es pas forcément un handicapé, tu es quelqu'un qui doit comprendre que tu as mis en place des mécanismes et que tu peux faire autrement. OK? Et donc ici, en l'occurrence, si tu veux Malik, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, voilà, il se passe que l'évitant, il a difficile, très très difficile à se remettre en question. Et donc, il est invité, pour ceux qui nous écoutent, à comprendre que quand on est en relation avec quelqu'un, c'est très inconfortable de pouvoir couper le lien comme ça et de ne pas donner de nouvelles et de se mettre à la place de. J'ai encore eu récemment quelqu'un qui me dit ouais, je comprends pas, j'ai mon partenaire qui m'envoie un SMS et qui tape un scandale parce que je ne réponds pas à son SMS. Et moi de lui répondre oui, pour toi c'est un problème, mais pour lui c'est comme si tu coupais le lien avec. Et donc il faut comprendre que dans une relation, il est important de répondre aux besoins du partenaire comme à tes besoins à toi. Si toi tu as besoin de rester de te retrouver dans ta bulle pour pouvoir respirer, il est important de comprendre que chez le partenaire, il a besoin d'avoir ce lien pour pouvoir respirer aussi. Mais est-ce que Parce qu'en fait, ça lui fait le même mal que toi physiquement. Donc C'est on ça. parle souvent du sentiment que vit l'évitant dans le corps. Ben, l'anxieux le vit aussi d'une certaine manière. Hein. Oui, mais là, est-ce que ce que tu viens de me dire, là, je vais résumer un peu les 3 points que tu as soulevés, n'est pas un peu contradictoire? C'est-à-dire qu'en fait, tu préconises aux partenaires d'évitant de poser des limites. Mhm. Après, tu dis que très souvent, ces limites ne seront pas entendues, finalement. Ben, je préfère le dire parce que Non, mais c'est important parce qu'en voilà, fait, on si va tu pas. poses des limites, non, mais c'est, voilà, donc c'est probablement que ces limites ne seront pas entendues. Et donc, quelque part, le partenaire de l'évitant doit être prêt à perdre l'évitant quand il pose des limites. Ça, ce que tu dis là, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Et ça, on le rencontre beaucoup dans les coachings qu'on peut avoir. C'est qu'il y a des personnes qui vont venir avec une demande, comment je fais pour pouvoir mieux gérer ma relation avec l'évitant. Et quand on a les éléments, on se rend compte que c'est quand même une relation qui est très, très dysfonctionnelle, de manière très objective. Mais l'une des options, mais ça doit venir aussi de la personne, parce que moi, le fait de l'évoquer comme ça théoriquement, de communiquer ça avec la personne, ça m'appartient, ça lui appartient pas. Il faut que la personne elle-même entende qu'à un moment donné, cette relation est dysfonctionnelle. Et les gens ne sont pas toujours prêts psychologiquement, émotionnellement à le comprendre. Alors, ce que tu es en train de dire est très important. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que les partenaires d'évitant viennent chercher des solutions, mais la seule solution à laquelle ils ne veulent pas penser, ils ne veulent pas envisager, c'est de perdre l'évitant. Ben oui, parce que surtout, Donc, en si fait, c'est il veut une solution, mais... si c'est un dépendant affectif anxieux, il Oui, faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué à faire. c'est Parce ça. qu'en fait, c'est une sorte de mort. Hein. Donc, aussi bien pour l'évitant, c'est une sorte de mort quand il est activé parce que voilà, il est en train d'étouffer dans la relation, aussi bien, il faut l'entendre et de la même manière que pour l'anxieux, c'est une sorte d'étouffement qu'il vit quand il y a un lien qui est coupé comme ça avec la personne qui l'a activé. C'est bien cette sensation de mort, effectivement. Les gens qui sont des dépendants affectifs ressentent ça souvent. Ben oui, c'est Et vraiment ça. c'est une sensation de physique. mort. Hein. Ouais, C'est ouais. vraiment Alors, moi, personnellement, j'ai pu interroger des évitants des dédaigneux sévères qui avaient déjà fait un travail sur eux. Et c'est très intéressant parce que ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que la réponse de l'évitant, finalement, c'est de dire, bah, s'ils sont pas compatibles, s'il n'est pas compatible avec moi, bah, il peut partir, finalement. C'est très parce intéressant. que justement, il rationalise. Le problème est de l'autre côté. Oui, Donc, il ne se voit pas lui comme problème. jamais. Non. Jamais. En fait, c'est pas qu'il Nuance. attends, c'est pas qu'il se voit Nuance. jamais comme problème. Nuance, il se voit comme problème. Ils savent qu'il y a des choses qui sont particulières chez eux. Ils savent qu'il y a des choses qui sont particulières chez eux. Par contre, ils mettent ça sous la coupe de l'incompatibilité individuelle. Je m'explique. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est pour ça que je donnais l'exemple de la chaussure et le pied. Hein. Tu sais, cet exemple que je reprends souvent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une société où j'ai souvent des gens en face de moi qui me disent « j'arrive pas à trouver chaussure à mon pied », et la seule question à laquelle ils n'ont jamais pensé, c'est peut-être que leur pied est déformé. Tu vois, c'est pas un problème de chaussure, c'est un problème du pied. Donc, il faut aussi interroger souvent la forme de notre pied, de ce qu'on a à proposer. Et le problème avec l'évitant, en tout cas, ces témoignages, on va dire, ces discussions que j'ai pu avoir avec des évitants des dédaigneux sévères qui avaient pourtant entamé déjà un travail sur eux, c'est qu'ils reviennent toujours avec la question de l'incompatibilité individuelle. Ça veut dire, par exemple, si la personne ne m'accepte pas tel que je suis, il est libre de partir. Mais en même temps, ils choisissent des gens qui, en général, sont anxieux.
qui, comme tu viens de le dire, ont des problèmes pour partir. C'est-à-dire qu'en fait, Ils sont invités à aussi faire un travail. Hein. oui, bien sûr, Donc, bien sûr qu'ils sont invités à faire un travail, bien sûr. L'anxieux dans son positionnement pose problème aussi. Ah, mais bien sûr, évidemment, puisqu'en fait, il n'accepte pas de perdre. Si tu n'acceptes pas de perdre, voilà. alors tu dois accepter de devenir une serpillière aussi. Si tu, à un moment donné, n'es pas capable de perdre, tu pourras accepter tout et n'importe quoi au nom de ta dépendance affective. Et donc, tu pourras t'attacher et recevoir rien du tout d'une relation, et tu te retrouveras à devoir l'accepter à cause de ton style d'attachement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Par contre, pour en revenir à l'évitant, et c'est là où je t'interroge, parce que tu as quand même pas mal de coaching avec les évitants, ils reviennent souvent avec cette notion d'incompatibilité individuelle. C'est-à-dire que, ah, mais on n'est juste pas compatible, et s'il n'accepte pas, il peut partir. Mais ils ne réfléchissent que très rarement à ce qu'ils ont à proposer sur le plan structurel. C'est-à-dire, en fait, ce que je propose sur le plan structurel, c'est unidirectionnel, et c'est même pas fonctionnel dans une relation. Et il n'y a jamais cette réflexion-là, par contre. C'est-à-dire que la traduction dans la réalité du style d'attachement lui-même et des comportements qu'ils peuvent avoir dans la réalité n'est jamais questionnée. Et ça, il y a une sorte d'angle mort, et pourtant on est face à des gens, des évitants qui sont extrêmement intelligents, hein, des gens brillants, c'est-à-dire des gens qui ont des analyses extrêmement fines. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que quand ils voient cela, par exemple, dans d'autres relations, ils l'analysent d'une manière tout à fait correcte. Mais dès que ça revient à eux, on dirait qu'il y a des angles morts. Explique-moi un peu ces angles morts, même si c'est pas nécessairement le sujet, mais ça va être un peu lié à cela, parce que on dirait que la capacité d'analyse, quand c'est pas sur eux, ils l'ont. Mais c'est quand ça revient à eux qu'ils ne l'ont pas. Est-ce que c'est correct? Écoute, la capacité d'analyse par rapport à eux, elle est très faible. Elle est très faible. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place un système qui leur a permis de survivre. Ok? Et quand tu interroges le système qui t'a permis de survivre, ben, tu te mets en danger. C'est une menace existentielle. C'est ça. Même si c'est virtuel, pour eux, c'est quelque chose qui leur a permis de vivre et de survivre jusqu'à présent. C'est ça. Donc, ils ont très difficile avec ce retour réflexif à eux-mêmes, à dire tiens, est-ce que mon comportement est problématique? Est-ce que ils ont beaucoup plus facile à aller voir le problème dans l'autre, chez l'autre, ok? Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup en référence interne. Hein. Ils s'autosuffisent, ils sont indépendants, ils ont développé une carapace. Je l'ai déjà dit. C'est un ego défensif. Hein. C'est un ego défensif, tout à fait. C'est un faux self aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, voilà, c'est des mécanismes. C'est des mécanismes. C'est beaucoup plus facile de porter la responsabilité chez l'autre. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un signe chez l'évitant, c'est qu'il va avoir une proportion à identifier ce que l'autre fait de travers, mais de manière... ils sont très forts. Voilà, en fait, tout ce qui justifie la possibilité de mettre à distance... Ils se préparent déjà. C'est ça. En fait, ils anticipent, ils sont dans une anticipation. C'est ce qu'on appelle l'autosabotage. Hein, ici. Tout à fait. Oui. Ils sont dans l'anticipation. On en a beaucoup parlé déjà. Ils sont dans l'anticipation. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de mécanisme de défense où ils sont en train de surdimensionner ce que l'autre fait de travers. Ils voient les demandes d'explication, de clarification comme des conflits. Comme de la pression. Ils évitent les conflits. Ils n'aiment pas les conflits parce que ça leur sort. Ils sortent de leur zone de confort, de leur confort psychologique. Et donc, en gros, et c'est vrai, c'est que c'est des personnes avec qui tu peux très, très, très bien vivre à partir du moment où tu es dans des relations légères, où tu peux les laisser vraiment tranquillement être vraiment maître de la gestion des interactions. Voilà. Mais ils vont avoir très, très difficile si on les bouscule. Ils vont avoir vraiment très, très difficile. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est ça qui est frustrant chez les partenaires. Parce que le partenaire, lui, veut des explications. Il veut comprendre. Mais il se rend compte que plus il en demande, moins il en reçoit. Et moins il en reçoit, plus il devient frustré. Plus il devient frustré, plus certains partenaires me disent on n'a même plus envie d'essayer, en fait. On n'a plus envie d'essayer, ils nous dégoûtent. Oui, mais parce que c'est un profil qui est compliqué à comprendre. Et c'est des gens qui, à un moment donné, ça c'est très important, par rapport au fait que quand je dis les dégoûtent, ils vont quand même te garder une sorte d'apparence de maîtrise, de je gère, de froideur, de beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, ça accentue davantage encore le fait qu'ils sont pas forcément appréciés dans la gestion de relations. Ils sont considérés comme froids, comme distants, comme dans le sarcasme.
C'est toujours dédaigneux plutôt, ça? Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est plutôt les dédaigneux. On va dire plutôt qu'effectivement les créatifs, ils sont beaucoup plus dans le fait justement de taire ce qu'ils ont à dire et d'éviter les conflits. C'est ça, c'est ça. Mais euh, c'est tout de même un profil qui est extrêmement complexe, Salahuddin. C'est-à-dire que même nous qui avons étudié... C'est un profil très challengeant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui ai beaucoup étudié le narcissisme, par exemple, ça n'a strictement rien à voir en termes de difficulté. C'est-à-dire qu'on est face à un profil qui est extrêmement fascinant dans ses paradoxes. Et je peux vraiment comprendre pourquoi les partenaires sont vraiment souvent désemparés et viennent autant consulter et pourquoi autant de chaînes pullulent sur cette question de l'évitement, parce qu'elle pose énormément de questions. Les gens sont dans une demande de comprendre, si tu veux, quelque part, quels sont ces mécanismes de fonctionnement. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va mettre tous nos efforts pour expliquer pourquoi, si tu veux, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est très important. Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné, après je te laisse parler, c'est je suis fasciné par le nombre d'études qui existent sur le profil, mais qui ne sont pas publiées, et on n'en parle même pas en France. Par exemple, tous les auteurs français francophones qui ont écrit des livres sur la question, il n'y en a pas un qui cite une publication médicale qui existe à travers le monde. Tu vois ? Toutes les imageries médicales, tout ce qui est en neurosciences, tous les IRM. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout l'évolution des neurosciences qui permet de vraiment bien percevoir que dans la gestion de certaines situations, on n'est pas tous, on réagit pas tous de la même manière au niveau de comment le cerveau prend ça en charge. C'est ça. Ok. Donc voilà, ici, je parlais par exemple de l'amygdale qui est suractivée quand il est en relation. Il faut bien comprendre que l'amygdale, c'est vraiment il est suractivé quand tu es dans une situation de danger, de mort presque. Donc il faut voir le lien. Donc tu vois ça vraiment comme une menace existentielle, quoi. Oui, parce qu'en fait les gens ne comprennent pas parfois la réaction justement. Donc si toi tu as, excuse-moi, hein, je donne un parallèle, si tu vois un tigre arriver, tu vas pas rester devant en disant ouais tiens viens je vais te prendre dans les bras, l'amygdale va être suractivée mais tu dois fuir. Tu comprends? C'est ce qu'ils font eux, ils fuient. Ils fouillent. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est juste un leurre. En fait, il n'y a pas réellement de danger, mais ils l'ont associé comme danger. Donc, si tu veux, c'est là où il y a une reprogrammation à faire. Mais pour qu'il y ait reprogrammation, il faut qu'il y ait conscientisation. Et donc, la conscientisation amène à... Et donc, pour revenir à cette idée d'effectivement, il y a énormément de choses qui se font actuellement. Oui, il y a énormément de choses qui se font actuellement. Et puis voilà, c'est juste peut-être pour ajouter quelque chose, hein, c'est effectivement un sujet très complexe. Et il est d'autant plus complexe que le travail à faire avec eux, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que, déjà, il faut qu'il y ait une prise de conscience du problème que tu génères par ton comportement, par tes attitudes, etc. Et chez les évitants, c'est très compliqué. On a beaucoup plus facile à voir avec les personnes qui sont de style d'attachement anxieux ou dépendant affectif. Et puis voilà, donc, et quand ils viennent, le travail de changement n'est pas rapide. Ça met beaucoup de temps. Ça met beaucoup de temps. Donc alors, je vais quand même le dire ici parce que ça doit être dit. Donc les personnes qui disent oui, ça va être rapide, je voudrais bien savoir comment ils font. Et qu'ils arrêtent de mentir surtout parce qu'en fait, c'est pas rapide. Justement, les études qui sont des études sérieuses au niveau recherche et tout ce qu'on suit montrent que c'est un processus où on se resensibilise. Il faut resensibiliser, il faut rééduquer, il faut reprendre conscience, il faut passer du mode automatique au mode adaptatif et choisir une nouvelle réponse par rapport à un stimulus. C'est ça. Et ça prend du temps. D'accord. Mikulincer et Shaver, toujours en 2007, je te cite la conclusion de leur étude, le ghosting comme miroir inversé. C'est une manière d'éviter sa propre vulnérabilité, on en a parlé. L'évitant ghoste souvent l'autre pour ne pas affronter ce qu'il ressent lui-même. Ce n'est pas toi que je fuis, c'est ce que je ressens quand je suis avec toi. C'est ce que je disais au début, c'est ça. Donc c'est que le lien génère chez lui. Et donc le ghosting... Ça, si tu veux, c'est un mécanisme projectif, hein, parce qu'il va venir voir l'autre comme problème, mais c'est pas l'autre le problème, c'est ce que lui ressent et auquel il ne met pas de mots.
C'est ça, c'est Tu ça. vois. Et le ghosting et le rapport au conflit, c'est quand le silence remplace le dialogue. C'est-à-dire que pour eux, ils remplacent le dialogue par le silence. C'est une forme de... Il contrôle. Ils contrôlent. Il contrôle. Quand tu n'arrives pas à mettre de mots dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. Tu te retires. Et en se retirant, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est en lien aussi avec le ghosting, et on va peut-être terminer avec ça, c'est que l'évitant, quand il est face à un partenaire, quand on demande, qu'est-ce qui le fatigue le plus? Le fait qu'il est si tu veux, il est surinvesti dans la gestion de ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir, quelle est l'émotion qui est projetée, qu'est-ce que ça veut dire quoi je t'aime, comment je dois répondre à ce je t'aime, et si je dis je t'aime, comment la personne peut le percevoir, et s'il le perçoit mal et tout ça, donc tu vois, Ils cogitent beaucoup. il cogite à fond. Mais Et justement, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il préfère le silence, c'est il ça. préfère la solitude, il préfère rester seul. Et le dernier point que je vais aborder avec toi, c'est justement tout ce que tu viens de dire en lien avec leur vision de la relation. Et leur vision de la relation, il y a une forme de perfectionnisme relationnel. Tout à fait. Et ce perfectionnisme relationnel a été bien documenté dans le livre d'Amir Levin, le Phantom X, idéal, tu sais, le Phantom X, Mmh. c'est-à-dire la construction du partenaire idéal qui est en fait l'ensemble des côtés positifs de tous les partenaires qu'ils ont eus. Mmh. Et ils ont construit, si tu veux, un idéal en prenant tous les bons côtés des partenaires précédents et à chaque fois en comparant le nouveau partenaire avec une image idéalisée d'un partenaire qui n'existe pas, puisqu'en fait c'est l'addition de morceaux de bons côtés de toute une série de personnes, et finalement en étant toujours déçu finalement du partenaire qui n'est pas suffisamment parfait. Mais c'est une stratégie aussi d'évitement, c'est-à-dire qu'en fait on cherche impérativement à placer la barre tellement haute qu'en fait il y a personne qui peut s'ajuster à ça, et donc c'est pas le bon partenaire, le prochain sera le Tout bon. à fait, Le prochain sera le bon. Tu confirmes ça? Oui, bien sûr. Ok. Et d'ailleurs, cette idéalisation partenaire, elle vient parfois bien par la suite, une fois qu'on a rompu dans la relation et que l'on est en train d'aller chercher justement les éléments dans ce qui avait fonctionné avant, en disant, tiens, tout compte fait, il n'était pas aussi mauvais que... C'est ça. Tu vois? Mais ce qui est étonnant, c'est que moi, dans les interviews que j'ai pu avoir, et je termine là-dessus avec les évitantes sévères dédaigneuses, bizarrement, quand tu leur poses la question de leur propre perfection, ils n'arrivent pas à le voir. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es parfaite? Ou est-ce que toi, tu es parfait? Et donc, en fait, si tu veux... Parfois, ils pensent qu'ils sont parfaits. Hein, oui, mais c'est ça. Mais ça veut dire qu'en fait, pour eux, ils ont une image idéalisée d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se voient vraiment comme parfaits. Tu vois et même quand ils ne se voient pas comme parfaits, ils se cachent toujours derrière l'intention. J'ai des bonnes intentions. Tu vois? Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qui m'avait beaucoup frappé. Et je sais que de toute façon, tu as vu toi-même tout cela en coaching. Je te remercie énormément pour cette entrevue. Et on se reverra très prochainement pour une prochaine entrevue. Merci à toi. Merci beaucoup, Salah Haddine, et merci beaucoup pour nous avoir suivis.